C'est très difficile, après le déjeuner, de commencer une conversation. Hein, c'est la période la plus difficile de la journée. Et c'est aussi difficile parce que je dois rendre compte d'une réalité relativement complexe en peu de temps. Mais tout de même, je voudrais remercier les gens d'Histoire Canada d'avoir bien voulu nous inviter. Je pense qu'il y a un travail formidable qui va être fait. Nous savons que nous ne sommes pas nés d'une génération spontanée, que nous voulons l'histoire, et que nous sommes responsables, et dans le fond nous sommes des héritiers, mais nous sommes responsables aussi de l'héritage culturel que nous allons transmettre aux autres. Et donc dans ce sens-là, le rôle d'Histoire Canada est excessivement important. Je tiens à les remercier pour leur travail. Je vais vous parler un peu aujourd'hui de musée. On m'a demandé de vous parler de musée. J'essaie de résumer ça en trois grandes parties. Vous savez comme moi, un musée, c'est d'abord des objets, c'est d'abord des collections. Un musée sans collection, sans objet, ça s'appelle un centre de recherche, mais ça s'appelle pas un musée. Mais un musée sans public, ce n'est pas non plus un musée. Ça s'appelle là une réserve, un centre de conservation, mais c'est certainement pas une institution muséale. Et enfin, un musée, c'est toutes les façons de faire de la médiation, c'est l'intermédiaire entre ce patrimoine, entre ces objets et le public en général. Donc, je vais aborder ces trois choses-là. Et d'abord, vous expliquer d'où je pars. C'est écrit les musées de la civilisation. Nous sommes d'ailleurs ravis que le Musée canadien des civilisations a changé de nom parce qu'il y avait une confusion partout sur le titre des deux institutions. Nous, c'est les musées de la civilisation parce que nous sommes responsables à la fois du Musée de la civilisation, qui est l'institution la plus importante, mais nous sommes aussi responsables du Musée de l'Amérique francophone, où on retrouve des collections fabuleuses, par exemple des cartes de Champlain, les premières lettres de Louis XIV confirmant l'arrivée de Monseigneur de Laval sur le territoire. Donc une collection des plus importantes, reconnue par l'UNESCO d'ailleurs comme mémoire vivante du monde, comme les archives de la Compagnie de la Baie du Son, c'est les deux seuls au Canada qui ont été reconnus par l'UNESCO, mais aussi le musée de la Place Royale et les maisons Chevalier, Maison historique Chevalier et le centre de conservation. Donc je parle au nom dans le fond de plusieurs institutions, mais qui ont toutes à peu près le même mandat. Et nous, peut-être la grande caractéristique, c'est-à-dire que nous sommes d'abord et avant tout des musées de société. Ce qui nous intéresse, c'est la société en général. Et donc, la société, pour nous, il faut reconnaître deux choses, que bien sûr, on s'intéresse à notre société, il faut bien partir de quelque part, on est enraciné, mais on pense que notre société est aussi en contact avec d'autres sociétés et que nous nous sommes formés par ces contacts avec les autres sociétés. Et donc, ce qui nous intéresse fondamentalement, je dirais, c'est plus la personne humaine et comment elle vit. Ce qui nous donne certains problèmes, comme vous allez le voir par la suite, compte tenu qu'on a un mandat relativement ambitieux. Alors, comment on fait pour lire la société? C'est la première question, dans le fond, le premier enjeu, puisqu'on s'occupe d'objets, d'un patrimoine qui est très riche. Nous, on s'est toujours dit qu'il fallait avoir une approche qui était pluridisciplinaire. La société, c'est un phénomène excessivement complexe et dynamique, ce n'est pas figé dans le temps, ça évolue. Et pour comprendre cette complexité du monde, on doit faire appel, dans le fond, à l'ensemble des sciences humaines et même aux sciences et techniques. Donc, on se définit, nous, comme fondamentalement pluridisciplinaires. Nous ne sommes pas un musée d'histoire, nous ne sommes pas un musée d'anthropologie, nous ne sommes pas un musée d'ethnologie, nous ne sommes pas un musée de sciences, nous ne sommes pas un musée de beaux-arts, mais nous sommes tout ça à la fois. Donc, on peut puiser dans l'ensemble des disciplines pour essayer de comprendre le monde, parce que notre objectif premier, c'est d'essayer de comprendre, c'est effectivement ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure, la société en général, et je dirais même dans une perspective de très Edgar Morin, l'idée terrienne du partage de l'humanité. Michel Serres disait toujours, en parlant des aborigènes d'Australie, mes cousins que je n'ai pas vus depuis 40 000 ans. Il y a donc une solidarité effectivement sociale importante, universelle, et le musée tient compte de ça. Et donc pour ce faire, nous on est obligé en même temps, puisqu'on est devant un phénomène très large de société, de découper un peu notre parcours
Et je vous présente de façon rapide, juste avec une image, que dans le fond, ce qui nous intéresse, nous, c'est la relation de l'homme avec son environnement, parce que nous sommes définis par notre environnement. Souvenez-vous de Jared Diamond disant que les sociétés pouvaient disparaître parce qu'elles géraient mal leur environnement. Donc la question de la relation avec l'environnement, du cadre de vie en général, mais aussi comment les sociétés se structurent et s'organisent, parce que toutes les sociétés se structurent et s'organisent. Parfois ça s'appelle une dictature, parfois ça s'appelle une démocratie, peu importe. Toutes les sociétés s'organisent avec des sortes de pouvoirs, qui sont un pouvoir militaire, un pouvoir civil, un pouvoir religieux. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir que toutes les sociétés communiquent et échangent. Et toutes les communiquent entre elles, mais communiquent aussi avec d'autres sociétés. Donc, toutes les questions liées au type de langage, au type de communication, que ça va de la langue aux technologies contemporaines de communication, nous intéressent. Et toutes les sociétés, partout à travers le monde, depuis toujours, innovent et créent. Et donc, fondamentalement, c'est ce qui nous intéresse, nous, savoir quel est le processus de création et d'innovation des sociétés. Comment on fait pour transformer la matière en produit, comment on fait pour transformer une situation X en une situation Y. Donc, c'est notre champ d'étude fondamental. Pour ce faire, on est obligé de s'intéresser à plusieurs choses, ça a des conséquences nettes. La première conséquence, c'est que c'est excessivement large et qu'on doit faire des choix. On va faire des choix et donc on va définir un certain nombre de critères qui sont fondés en général sur le caractère de la rareté, de l'authenticité, du sens, mais aussi de l'esthétique. Et c'est une première préoccupation, comment faire ce choix, pouvoir conserver les objets qui sont les objets déterminants pour garder la mémoire collective. Donc, c'est la première chose. Je dirais que la deuxième chose qui est nette, c'est qu'aucun musée à travers le monde ne peut avoir la prétention de conserver cette mémoire d'une façon seule. Donc, on est obligé de travailler en réseau, en partenariat avec d'autres institutions muséales. Première conséquence, je te donne l'exemple des collections d'art populaire. La collection d'art populaire, c'est une façon de se manifester effectivement pour une société, mais plusieurs institutions peuvent avoir des collections d'art populaire. Je pense au musée McCord à Montréal, je pense au musée de Charlevoix, je pense au musée canadien, pardon, de l'histoire, j'allais dire des civilisations, le musée canadien de l'histoire, musée de la civilisation. Donc on doit travailler ensemble en réseau pour pouvoir déterminer si effectivement on trouve une façon satisfaisante de l'ensemble du dossier. Mais nous, on s'intéresse, je vous l'ai dit, aussi à la communication, aux échanges, donc aussi aux phénomènes contemporains. Parce que l'histoire, ça se vit directement et nos sociétés sont fondamentalement dynamiques. Et là, je vous donne l'exemple des jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est déjà une histoire de 40 ans. Hein. Il y a déjà une transformation non seulement technologique, mais esthétique très profonde et de rapport de toute façon avec le jeu et la société d'une façon très profonde. Donc nous, on a fait une expo sur les jeux vidéo, mais on a aussi fait un développement des collections en faisant un appel à tous, l'appel citoyen, pour repérer les jeux vidéo qui étaient les jeux vidéo marquants pour les différentes générations. Je dois vous dire qu'on a eu un succès terrible avec cette expo, puisqu'on pouvait jouer avec 80 jeux vidéo dans l'expo. Mais on s'intéresse aux phénomènes sociaux qui se vivent présentement. On est en train de préparer une exposition qui s'appelle Turbulence, qui est une exposition qui va raconter les mouvements sociaux de mai 68 à Occupy Wall Street, dans le fond. Et donc, comment se fait-il que dans les sociétés, tout à coup, il y a des moments qui surgissent où les gens prennent la rue, manifestent, revendiquent. Et là, on est en train de collectionner, par exemple, tout le mouvement étudiant, notamment à Montréal, mais à travers tout le Québec, tous les carrés rouges qui ont manifesté, qui ont fait l'histoire, une forme d'histoire. Et donc, on est en train de collecter, mais on est en train de faire aussi des reportages à travers le monde sur les grands mouvements sociaux à travers le monde. On est aussi dans les pays arabes pour le printemps arabe. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont ces choses-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui disparaît. Donc, par exemple, les communautés religieuses au Québec sont en train de disparaître. Ils ont une moyenne d'âge de 80, en 75 et 80 ans. Ils ont un patrimoine exceptionnel. Il y a un mouvement anticlérical à l'heure actuelle de la population. Alors, comment on fait tout de même pour protéger non seulement ce patrimoine, mais je dirais ce charisme que les communautés religieuses avaient, leur rôle social important, non seulement pour le religieux, mais sur le pouvoir lié à l'éducation, à la santé, etc. Donc, on est en train de travailler sur ces questions-là. Et on s'est aperçu que beaucoup de notre mémoire collective était oubliée
par exemple, tout le spectacle vivant, tout ce qui est du théâtre, de la musique, de la danse, il n'y a pas d'institution qui s'intéresse à ces questions-là. Donc, nous, on est en train de... Vous avez vu que Radio-Canada est en train de vendre son costumier, d'abandonner son costumier. On sait, par exemple, que les émissions pour enfants de Radio-Canada ont marqué profondément notre société. Dans le monde francophone, on peut dire que Bobinou et Bobinette, Fanfreluche et Sol et Gobelet fait partie de notre imaginaire collectif. Et c'est sûr qu'une institution comme la nôtre doit avoir dans ses collections Bobinou, Bobinette, Fanfreluche et Sol et Gobelet. Donc on a une préoccupation de ce type-là, mais on s'est aperçu aussi que dans notre société, on oubliait le regard sur les autres communautés culturelles. Et donc on est en train de travailler, par exemple, ça c'est une exposition qu'on a faite sur Haïti, avec un musée américain sur la réalité haïtienne, puisque nous sommes très proches de la communauté haïtienne. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu excessivement important, qui est un enjeu de diversité, de complexité, de lecture multiple en matière de patrimoine pour bien identifier ce qui va être véritablement porteur de sens, non seulement maintenant pour notre société, mais aussi dans les prochaines années, je pense. Deuxième chose sur laquelle je voulais insister, mais dans le fond, les chiffres que je vous présente ne sont pas tellement importants. Ce que je veux vous retenir, c'est la chose suivante. Je vous l'ai dit, un musée, c'est des collections. Et les collections, c'est complexe, puisque c'est aussi une lecture thématique qu'on va en faire. Mais le public, c'est aussi complexe. Il n'y a pas un public, mais des publics. On a des profils socio-économiques. Notre public a des profils socio-économiques différents. Il y a des gens qui sont jeunes, il y a des gens qui sont plus âgés, il y a des gens qui sont savants, il y a des gens qui ont peu de formation, il y a des gens qui sont des touristes, il y a des gens qui ont il y a tous les profils de la société. Avec la faiblesse suivante, je vais faire une autocritique de la part de notre institution, probablement que notre pyramide est inversement proportionnelle. Notre pyramide de nos visiteurs sur le plan socio-économique est probablement inversement proportionnelle à la pyramide des citoyens. C'est sûr qu'on est surtout visité par des gens qui ont une formation académique importante, des études collégiales ou universitaires, avec un profil socio-économique favorisé. C'est sûr qu'on n'est pas le strict profil on n'a pas le strict profil de la population en général. Compte tenu de ça, donc, on retient cette idée-là qu'on a des profils socio-économiques excessivement différents, mais on a aussi des profils, je dirais, d'apprentissage complètement différents. Il y a des gens qui apprennent par la sensibilité, par la contemplation. Il y a des gens qui apprennent par la manipulation. Ils ont besoin de toucher des choses, d'intervenir avec leurs doigts, de démonter. Il y a des gens qui ont besoin de démonstration, qu'on leur prouve A plus B égale B, C. Donc, ils sont aussi dans une posture complètement différente. Donc, non seulement des profils socio-économiques, mais des modes d'apprentissage différents. Troisième facteur, il faut que le musée s'interroge sur son intention véritable. Son intention véritable, ça ne peut pas être l'école. Un musée ne sera jamais une école, c'est sûr. Les gens nous fréquentent régulièrement, on établit une relation avec eux, on n'aura jamais la même démarche structurée qu'une démarche pédagogique. Alors, quelle est notre intention? Nous, on a une double intention avec différents types de savoir. On est obligé, premièrement, d'avoir une intention liée à l'enchantement et au plaisir. Il faut que ça soit agréable de venir au musée. Il n'y a personne qui est obligé, sauf les scolaires souvent, mais il n'y a personne qui est obligé de venir au musée. Il faut donc qu'on soit agréable. Il faut donc qu'on soit un lieu d'enchantement. Mais la différence entre nous et Walt Disney, c'est qu'il ne faut pas rester au lieu de l'enchantement, il faut qu'on passe au niveau de la connaissance. Il faut donc que quelqu'un apprenne quelque chose en venant nous visiter. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit d'abord et avant tout un lieu de réflexion. Ce qu'on veut, c'est être un déclencheur, un animateur, un passeur d'idées. Que quelqu'un, en sortant de notre institution, se dise « Ah oui, je n'avais pas prévu telle chose, je n'avais pas pensé à tel phénomène, donc comment je fais pour aller encore un peu plus loin ?» Et dans ce sens-là, on le fait sur plusieurs types de savoir. Pas uniquement le savoir-connaissance comme on pense, mais aussi on s'interroge, nous, sur notre rapport au public, sur, je dirais, le savoir-être, sur le savoir-faire, parce qu'il y a des métiers qui se perdent, il y a des façons de faire qui se perdent, et sur le savoir-vivre ensemble. Parce que la connaissance, pour nous, c'est aussi ça, savoir-vivre ensemble, savoir-être, savoir-faire et la connaissance. Donc, on est soumis à un enjeu là aussi très varié. Et on a, dans le fond,
deux objectifs, nous, qui s'ajoutent à ça. Un premier objectif, parce que nous sommes une institution qui couvre l'ensemble du territoire québécois et qui s'adresse à l'ensemble des citoyens, on a une responsabilité, je dirais, de démocratie culturelle. On s'adresse à l'ensemble des citoyens. Et notre objectif, c'est de toucher tous les citoyens sur le territoire, peu importe leur âge, peu importe leur profil. Donc, d'où l'obligation pour nous, parfois, de se déplacer et d'aller dans d'autres lieux. Je vais vous donner un exemple. J'ai utilisé cet exemple, Culture Santé. Vous savez, comme moi, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des gens qui vivent dans des centres hospitaliers longue durée, qui souvent sont dans une situation de dépendance physique, mais aussi émotive et intellectuelle. Ils perdent de la mémoire, ils ont l'Alzheimer et tout. Donc, on a mis sur pied, nous, un programme qui touche l'ensemble des écoles. On va faire jusqu'à 25 heures de médiation, dans les centres hospitaliers. On va faire jusqu'à 25 heures de médiation culturelle avec des objets de nos collections dans ces centres hospitaliers, auprès des patients et bien sûr aussi des professionnels qui travaillent dans ces centres-là. Chose forte, parce que c'est notre responsabilité, je dirais, de démocratie culturelle. Et on a réussi à toucher d'une façon profonde. Il y a des gens qui ont retrouvé la parole. Il y a des gens qui ont commencé à reparler suite à ces animations, à ces médiations qu'on peut faire. C'est encourager de cette façon le partage aussi entre patients qui ne se parlaient pas, donc le vivre ensemble dans la communauté, ce qui est absolument important. Et ça a permis de retrouver des notions de mémoire, parce qu'on travaille bien sûr sur souvent des objets qu'ils ont connus quand ils étaient jeunes ou dans une époque pas si lointaine. Donc, on a une responsabilité de démocratie culturelle qui nous oblige à avoir une approche qui ne se déroule pas uniquement dans nos murs, mais aussi hors les murs, et qui nous oblige à avoir une muséographie adaptée à l'ensemble des publics. Vous savez, comme moi, qu'une grande partie de notre société est analphabète. On oublie toujours ça, qu'il y a 12% d'analphabètes formels, mais si vous considérez les niveaux d'analphabétisme, je suis peut-être trop rapide pour les... Excusez-moi. Hein? Je parle vite, je m'enflamme. Si on regarde les niveaux, certains niveaux d'analphabétisme, au niveau 2, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de lire un formulaire, mais pas capable de comprendre un article de journal, je vous ferai remarquer qu'il y a 40% des Canadiens qui sont dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on doit faire comment on utilise le langage, comment on utilise la pensée et la transmission pour s'intéresser aussi à ces personnes? L'autre phénomène pour nous qui est important, au-delà de la diversité, c'est la fréquentation et la fidélisation. Si on veut avoir un impact social, on ne peut pas venir chez nous une fois tous les 5 ans. Il faut donc que les gens viennent toujours 5 fois par année, qu'on développe avec eux une véritable connivence et qu'on construise un savoir ensemble. Ce qui va nous amener à faire une muséographie beaucoup plus complexe qu'un musée traditionnel. Pourquoi? Parce que les gens veulent, au-delà, lorsqu'on a fait une expo au-delà d'un thème, non seulement ils veulent des conférences, on organise des séries de conférences qui ont des grands succès, une série par exemple sur les maîtres de l'Olympe à l'heure actuelle, de 8 conférences savantes où je dois refuser des visiteurs. Mais on organise pour les enfants par exemple des cercles de philo, on organise de la musique, de la danse, du cinéma, des ateliers de théâtre. Tous les moyens de communication et d'échange avec le public doivent être utilisés. Pourquoi? Parce qu'on veut développer cette fidélisation et que le musée devienne un véritable lieu de référence, de formation continue, des développements continuels. Donc, toute cette idée d'aller plus loin est utilisée, par exemple, dans les maîtres de l'Olympe, des ateliers éducatifs, mais aussi plus que ça, on fait du théâtre avec des jeunes, mais c'est là qu'on a fait aussi des ateliers de philo pour revenir aux philosophes du monde grec et romain. Je voulais insister sur une dernière chose, si vous me permettez. C'est notre histoire, nous sommes ici à cause de l'exposition C'est notre histoire, qui a été réalisée en collaboration avec les 11 communautés autochtones et les Premières Nations et Inuits sur le territoire québécois. Ce qui est important pour nous, c'est de le faire avec eux. Alors, faire une exposition, c'est pas juste parler des autres, c'est parler avec les autres et d'entamer un dialogue.
Et c'est fini le temps, je pense, où on peut parler des autres sociétés uniquement d'un regard externe. Il faut établir un véritable échange et construire collectivement, co-créer une exposition. Donc, ça a été réalisé dans cet esprit. Donc, on a consulté pendant 2 ans et demi les 11 communautés, les plus jeunes, les plus vieux, ceux qui vivent en milieu urbain, ceux qui vivent en milieu semi-urbain ou même en forêt, et avec qui on a construit cette pensée commune et partagée, insistant à la fois sur les points communs et sur les différences. Et on a voulu l'appeler notre histoire parce que ça rentrait hommage à l'histoire des Autochtones, mais on l'a appelé c'est notre histoire parce que c'est aussi notre histoire, que l'histoire des Autochtones, c'est une histoire partagée, une histoire de rencontre. Mais nous, on a voulu aller plus loin, je pense que c'est ça qui est important, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on fait notre programmation, si on veut fidéliser et approfondir avec le public une notion, on ne peut pas faire qu'une seule expo, on ne peut pas faire qu'une programmation culturelle et éducative via cette expo, il faut faire plutôt une programmation d'expo sur un moyen terme qui nous permet d'aller plus loin. J'ai choisi cette expo pour vous raconter qu'au-delà de notre histoire, nous, ça nous intéressait de mettre en valeur, de donner de la parole aux Autochtones dans notre institution, parce qu'ils vivent d'une façon très forte ce que nous, on vit aussi d'une autre façon, c'est-à-dire comment préserver sa culture dans un monde mondialisé, où il y a une culture mainstream qui envahit toutes les sociétés, comment préserver sa propre culture. Et donc, c'est une question excessivement intéressante, c'est une question intéressante, d'autant plus intéressante que lorsqu'on réfléchit, il n'y a pas 70 000 Autochtones au Québec, il y a 350 millions d'Autochtones à travers le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est les 350 millions d'Autochtones à travers le monde. Donc, on a mis à notre programmation, non seulement cette expo, c'est notre histoire, mais on a travaillé avec les Maoris de Nouvelle-Zélande pour qu'ils viennent nous raconter comment eux vivaient cette question de la minorité, une minorité dans un pays en développement, comment ils faisaient leur combat social, politique, culturel. Et on prépare pour l'automne prochain une exposition avec les aborigènes d'Australie, parce qu'on trouve qu'effectivement les aborigènes d'Australie ont trouvé des réponses un peu semblables, notamment aux communautés inuites du Canada, en visant à se servir de leur mode d'expression comme affirmation à la fois individuelle, mais aussi collective et identitaire très très forte, et qui fait que maintenant les aborigènes ont regagné un respect international, comme les Inuits ont réussi par leur art à se positionner sur un plan international. Donc c'est ça un peu un musée, c'est ce que je voulais vous raconter rapidement en quelques mots. J'aurais pu vous en parler pendant encore plus longtemps, en insistant dernièrement, la dernière chose, si vous voulez bien, uniquement sur le numérique, parce que je pense que les institutions muséales, comme beaucoup d'institutions, on a parlé un peu ce matin par le livre, on disait qu'il y avait moins de succès sur le livre numérique attendu qu'espéré, mais je sais que les musées vivent aussi avec la question du numérique présentement, non seulement dans nos expositions où on doit utiliser des technologies numériques, les iPads avec les visiteurs, avec les enfants pour visiter, mais comment cet outil va nous servir aussi à diffuser davantage encore la connaissance, à multiplier les façons de découvrir notre patrimoine en général et le remettre en valeur. Et pour moi, c'est certainement pas un concurrent, mais c'est plutôt un outil qui va nous être utile à faire à mieux faire connaître